une petite demi-heure ensemble pour échanger. Je vous parlerai presque pas de mes produits. Donc l'idée c'est vraiment de parler du fond. Comment on fait, pourquoi on suit la performance machine. La performance machine c'est un peu la maintenance, mais en fait pas beaucoup. C'est plutôt d'autres problématiques qui font que les machines ne produisent pas aussi bien que ce qu'on le voudrait. Juste pour m'introduire avant de me lancer dans la présentation, en fait j'ai commencé ma carrière chez Renault. Donc j'ai travaillé sur le véhicule électrique en 2007-2008, donc il y a très longtemps. Et après, j'ai fait du conseil. J'ai travaillé pour un cabinet qui s'appelle le BCG. Peut-être que vous connaissez. On a fait de la performance opérationnelle pour les grands industriels. Donc, j'ai travaillé pour Total, j'ai travaillé pour Essilor, j'ai travaillé pour Alstom. Beaucoup de ces clients sont devenus mes clients aujourd'hui. Et en fait, en faisant toujours de la performance opérationnelle chez ces grands comptes, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait très peu d'informations sur l'état de fonctionnement des machines, soit parce que c'était compliqué à aller chercher, où il fallait un gros système informatique, un MES, tout le pataclan, soit on n'avait rien. Et donc, on s'est dit, ça serait bien d'avoir une solution assez simple pour pouvoir connecter tout le parc, suivre l'état de fonctionnement des machines, impliquer les opérateurs pour les causes d'arrêt, j'y reviendrai, et ensuite être capable de mettre des plans d'action qui sont très ciblés pour augmenter la performance. Voilà. Alors, on va commencer par le début, le TRS ou l'OII. Peut-être que ça vous parle. Alors, j'ai un sondage. C'était pour un webinaire, mais maintenant c'est aujourd'hui. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le TRS? Personne ne sait ce qu'est le TRS. Ok, donc c'est très bien. Donc je vais vous expliquer. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est le Lean Manufacturing? À peu près. Ok, donc on va partir de là. En fait, dans une usine, en fait, dans n'importe quelle étape, parce qu'on peut aussi mettre ça dans les bureaux, on peut réfléchir ça à n'importe quelle tâche, on va avoir un temps. Dans ce temps, on va avoir ce qu'on va appeler de la valeur ajoutée et on va avoir de la non-valeur ajoutée. Donc je recommence par les bases, désolé pour ceux qui connaissent ça, mais on va y aller par étape par étape. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je dois mettre une vis sur un assemblage, je dois prendre l'outil, prendre la vis, mettre le tournevis dans la vis, aligner la vis avec le trou, visser, et ensuite je dois retourner, tirer l'outil, puis pousser l'assemblage. Mais en fait, la valeur ajoutée, c'est vraiment l'acte de simplement visser la vis. Tout le reste, c'est ce qu'on va appeler des gaspillages, et donc c'est de la non-valeur ajoutée. Et dans la non-valeur ajoutée, on va avoir ce qu'on appelle, alors moi je la qualifie de process NVA, c'est-à-dire qu'il faut la faire pour pouvoir obtenir la tâche, donc c'est-à-dire de prendre son outil, il faut le prendre, mais on aimerait la réduire. Donc est-ce que je ne fais pas une façon plus efficace de prendre mon outil? Est-ce qu'il ne peut pas être mis à disposition sur une ceinture au lieu d'être mis sur une étagère, par exemple? Et ensuite, il y a la non-valeur ajoutée, qui est vraiment les choses qu'on doit éliminer. Typiquement, ça peut être des organisations du poste de travail qui fait que ma vis, au lieu d'être obligé d'aller la chercher dans un supermarché un peu plus loin, elle est dans des petites boîtes très proches de moi, je la prends puis je l'utilise tout de suite. Voilà. Donc on va éliminer la tâche d'aller chercher la vis parce qu'elle n'a aucune valeur ajoutée et on l'élimine. Voilà. Cette logique, elle s'applique aussi au temps machine. Donc c'est-à-dire qu'une machine qui produit, elle va avoir un temps à valeur ajoutée où elle va effectivement produire ce qu'elle doit produire et tout le reste, ça va être de la non-valeur ajoutée. Un exemple de process NVA pour la machine, donc de la non-valeur ajoutée mais qui est nécessaire, c'est le changement de format. On va essayer de le réduire sur un temps le plus court possible, mais il faut faire le changement de format pour être capable de produire tous les types de pièces qu'on veut produire. En contrepartie de la non-valeur ajoutée, là il y a beaucoup de choses. On peut imaginer les problèmes de flux, les problèmes de manque opérateur, les problèmes de réglage, les problèmes de bourrage, les problèmes de... Alors il y a toujours le bris, la casse. Alors, nous on connecte plusieurs milliers de machines. Le bris, la casse, ça représente 3-4% de pertes. En fait, 95% des pertes, et on va y revenir, c'est plutôt le côté humain. Voilà. Donc, quand on observe une machine ou une tâche, peu importe, on va avoir ce ratio VA non VA. Et en fait, le TRS, alors le TRS, TRG, TRE, c'est la même logique. C'est des ratios de temps à valeur ajoutée, ce qu'on va appeler du temps utile. Donc ça, c'est la norme française, mais ça se décline un peu partout dans le monde de la même façon. Donc on va avoir ce temps utile qui va se décliner sur différents temps. Donc c'est des ratios de temps. Quand on dit le temps utile sur le temps total, donc c'est le temps de production d'une machine sur le temps total, c'est ce qu'on appelle le TRE, ou en anglais TEEP, T-E-E-P, d'où le nom de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir différents types d'indicateurs. Pourquoi on décline comme ça? Parce qu'un opérateur, il va vraiment pouvoir ajuster, travailler sur un seul ratio. C'est le ratio du temps utile sur le temps où on lui demande de produire. Donc c'est vraiment le TRS, c'est ce qu'on appelle le temps requis. En contrepartie, un directeur d'usine ou un directeur de CAPEX, il va plutôt être incentivé sur la notion de TRE. Pourquoi? Parce qu'on veut que quand on investit dans une machine, on investit dans une usine, on veut la rentabiliser le plus possible. Avez-vous des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair?
Donc c'est vraiment des ratios. Donc un indicateur de performance pour une machine, c'est un pourcentage. Et donc on va prendre un temps, on va enlever des types d'arrêts, et je vais y venir, pour rentrer dans les détails, et en fonction du temps utile, donc qui est le temps de production optimum, en fait c'est le temps qui a vraiment servi à produire des pièces, on va être capable de décliner différents types de ratios. Quand on travaille le TRS, il y a généralement 3 dimensions. Donc il y a la dimension qualité. Est-ce que quand je produis une pièce bonne? Parce que du temps qui sert à produire une pièce défectueuse, ce n'est pas du temps utile, c'est de la perte. Et la deuxième des choses, c'est est-ce que je produis à la bonne vitesse? J'ai une machine avec un temps de cycle qui normalement est à 10 secondes. Si le temps de cycle est à 12 secondes, j'ai 2 secondes de perte à chaque cycle qui vont plutôt être liés avec la performance. Et la disponibilité, là, ça va être tous les arrêts non planifiés. Les pannes, les manques opérateurs, les problèmes de flux, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes les changements de format qui dérapent, etc., etc. Donc, pourquoi un projet TRS? Au revoir. Alors, généralement, quand on cherche à améliorer la performance des équipements, c'est toujours lié au pognon. Combien on investit, donc en temps et en moyens, et le temps, en fait, c'est des moyens parce que du coup, c'est des gens qu'on paye, et combien ça rapporte. Et donc ça, c'est très important de faire cette première réflexion pour se lancer sur un projet de TRS, parce que si on n'est pas prêt à mettre suffisamment de moyens et on sait ce qu'on veut gagner, typiquement, on travaille un peu à l'aveugle. Hein. Tout le monde veut faire de la performance, mais parfois, le gain n'est pas utile. Pourquoi je dis ça? Bon, je dois visiter une 50aine d'usines par année, peut-être un peu moins, 40-50. Et je rencontre plein de directeurs d'usines. Et en fait, en général, la maîtrise des coûts, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que les gens, ils vont plutôt s'intéresser, est-ce qu'on livre à temps? Est-ce que mes machines fonctionnent? Est-ce que les gens, tous les problèmes qu'on va avoir en tant que directeur d'usine, mais de bien comprendre fondamentalement les coûts et spécifiquement d'être capable de les placer dans cette matrice, c'est-à-dire dans mon coût d'usine. Alors là, le coût d'énergie, tout d'un coup, les gens sont beaucoup plus sensibles en ce moment et tout le monde connaît son coût d'énergie. Mais il n'y a pas très longtemps, les gens ne savaient pas quel était le coût de leur énergie. D'ailleurs, s'ils le savaient, peut-être qu'ils auraient mieux anticipé ce qui arrive en ce moment. Mais voilà, les coûts variables, le coût opérateur, le coût d'entretien des machines, les capex, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand on va augmenter la performance des machines, il y a certains coûts qui vont être impactés, en particulier les coûts variables, hein, mais les coûts fixes restent les coûts fixes. Donc, c'est intéressant aussi de voir que si je produis 2 fois plus, ben, mes coûts fixes ne changent pas. Donc, ça permet de voir combien va rapporter exactement un gain. 1% de gain, par exemple, en TRS ou en type. Et donc, ça permet de savoir combien on peut mettre pour pouvoir gagner. Hein. Si on commence à mettre des actions en place, parfois, ça va nécessiter des investissements, ça va nécessiter des améliorations. Et donc, si on ne sait pas combien ça rapporte, c'est très compliqué. La deuxième des choses, une usine, c'est un poste de coût. Hein. Dans beaucoup d'industries, on le voit comme un poste de coût. Les gens dans les usines ne sont pas au courant de combien est vendu le produit, par exemple. Je vais vous donner des exemples. Nous, on fait la performance chez Alstom, chez Hutchinson, chez Saventia, qui est le groupe Bongrain. C'est Bresse Bleu, Caprice des Dieux. Bon, bref, ils doivent avoir 20 ou 30 marques de fromage. Ben, les usines ne savent pas quel prix est vendu le fromage. Ils savent combien coûte le fromage à produire, mais ils ne savent pas combien le fromage est vendu. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on va venir faire de l'optimisation, typiquement un fromage, alors je pense que je ne trahis pas de secret industriel, mais un fromage, c'est 90% du coût du fromage, c'est le lait. Voilà. Donc en fait, quand on jette un fromage, il faut en produire 10 pour juste rattraper le lait perdu. Donc en fait, la non-qualité dans l'industrie des fromages, elle est très très chère. Ensuite, si on produit plus de fromages, est-ce qu'on peut les vendre? Donc là, il n'y a vraiment que cette logique globale de est-ce que les supermarchés peuvent les prendre? Est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'on va faire une marge sur les produits supplémentaires? Donc tout ça, ça s'analyse parce que ça ne sert à rien d'avoir des usines beaucoup plus performantes si on ne peut pas nécessairement vendre les produits, ou il faut qu'on réduise les temps d'ouverture. Et là, on a d'autres types d'économies. Ça évite les heures supplémentaires, ça évite de prendre de l'intérim, ça évite plein d'autres dimensions sur lesquelles on veut optimiser. Donc, morale de cette slide, il faut généralement avoir quelqu'un qui, quand on cherche à optimiser la performance d'une usine, est capable d'avoir une vue un peu plus globale. Donc, on fait de la performance pour 2 choses. Donc, c'est ce que j'expliquais, produire moins cher. Typiquement, quand on amortit les coûts fixes sur plus de produits ou qu'on produit plus efficacement, donc ça baisse de prix, encore faut-il être capable de le vendre. Et la deuxième des choses, c'est produire plus. Donc, si on sait qu'on va pouvoir vendre, et j'ai plein d'exemples de clients qui savent que s'ils produisent 10, 15, 20% de plus, ils vont le vendre. C'est des produits qu'ils ont de la difficulté à produire. Ben, en fait, là, le gain est fantastique parce que
En coût fixe, ça reste la même chose. En coût marginal, on produit quelques plus de plus. Ça coûte la matière première presque, parce que si on réussit à augmenter la performance, l'énergie, l'homme, ça reste quasiment la même chose. Et donc, c'est juste de la marge brute supplémentaire qu'on produit. On a 2 petits calculateurs sur le site si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir les indicateurs, le calcul de ROI. Vous allez sur tiptrack.com, il y a un calculateur de ROI, ça permet de faire des calculs. Voilà. Il y a un autre sujet que j'aborde, mais très rapidement. Autant sur la finance, c'est bien d'avoir une vision globale, parce que quand on fait produire plus les usines, comme je vous disais, il y a l'impact marché, il y a tout ce qui va autour de l'usine qui est important. Autant à l'intérieur de l'usine, le fait de travailler sur la performance machine, ça implique donc, non seulement de travailler sur les gaspillages, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on va vraiment venir essayer de faire augmenter la part du temps utile sur le temps, alors soit le temps de production, soit le temps total pour chacune des machines. Mais un autre sujet, c'est la variabilité des flux. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'usine, on va chercher à optimiser globalement, non pas chacune des machines une par une, mais aussi les flux. Pourquoi je dis ça? Parce que si les machines ont des variabilités très importantes. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est mathématique. Si j'ai une machine qui produit de manière très saccagée, une autre lissée, et que j'ai des stocks qui ne permettent pas d'absorber on va dire les à-coups, en fait ça impacte tout le fonctionnement de l'usine. Et pourtant les performances unitaires de chacune des machines peuvent ne pas être mauvaises. Mais globalement, le fait que ce ne soit pas lissé, c'est un vrai problème. Alors est-ce que vous connaissez Goldratt? Quelqu'un connaît Goldratt? Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la performance opérationnelle. Et il y a un jeu qui est assez connu, donc je vous laisserai aller voir sur Internet, je n'ai pas le temps de le présenter, ça s'appelle le Dice Game, où en fait, vous avez 4 ou 5 étapes de production, et la quantité produite à chacune des étapes, c'est le roulement de dés. Donc quand je fais rouler un dé, la moyenne, c'est 3,5. Tout le monde est d'accord avec ça? Si je fais un dé, alors excusez-moi, je recommence. Si j'ai 2 dés et je les fais tourner, ou un dé par exemple, un dé, si je fais un dé, la moyenne, c'est 3,5. Donc, je vais peut-être faire 6, puis je vais faire 1. Donc, la somme, c'est 7 divisé par 2, c'est 3,5. Ensuite, vous voyez, quand je tourne, la moyenne d'un dé, c'est 3,5. Si je fais tourner chacune des étapes de production entre 1 et 6, avec des stocks limités entre les étapes de production, je vais avoir une très grosse variabilité parce qu'une étape peut faire 6, puis 1, puis 6, puis 1. Si je fais le même exercice, mais en disant que le dé 1, 2, 3 correspond à 3, 4, 5, 6 correspond à 4, donc une plus petite variabilité, je ne produis que 3 ou 4, ça lisse et ça augmente la performance. J'ai essayé de l'expliquer simplement, mais je vous évite, ça existe sur Internet, il y a même une simulation du jeu, donc même chose, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur cette variabilité. Et en fait, je reprends quelques citations de Goldratt, parce que en fait, c'est une présentation que j'avais faite il y a 3 ans, et en fait, je trouve que c'est assez, on va dire, approprié vu ce qui se passe en ce moment. Donc la première des choses, c'est que les gens sont trop habitués à blâmer les circonstances extérieures qui sur le moment ne peuvent être changées, plutôt que de se blâmer eux-mêmes de ne pas s'être préparés. Je trouve qu'avec la crise énergétique, c'est un truc qu'on aurait pu voir. En fait, on le savait, tout le monde le savait, c'est juste que c'est comme pas mal de choses, on ne peut pas se préparer à tout, mais bon, ça. Mesurer la performance a un impact considérable sur le comportement. Nous, on le voit, dès qu'on connecte les machines, c'est-à-dire qu'on veut simplement noter la performance, on a 3 à 4% de gain de productivité sans rien faire. Juste parce que les gens savent qu'ils vont devoir un peu rendre des comptes, pourquoi la machine ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est arrivé, mécaniquement, ça augmente la performance. Les choix arbitraires ne sont que le résultat d'une compréhension insuffisante. Pour reprendre ce que je disais, si on fait des actions qui servent à améliorer la performance, mais on ne sait pas exactement pourquoi on les fait, parce qu'on ne maîtrise pas bien pourquoi la machine arrête, on peut prendre des actions qui finalement tirent un peu dans tous les sens et ne sont pas nécessairement les plus impactantes. Nous ne pouvons ignorer nos contraintes, elles ne nous oublieront jamais, et ce ne sont pas les personnes qu'il faut blâmer, ce sont les situations. Voilà. Alors, on va rentrer sur le côté un peu plus opérationnel, donc on va côté le facteur humain. On part de l'hypothèse qu'on veut travailler sur la performance des équipements. Le ROI est bon. Donc on sait que quand on va investir sur une machine donnée, on va avoir un gain qui va dépasser les coûts qu'on va pouvoir engager. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc même si on a des... Moi, je ne donnerai pas de nom de client, mais on a des clients qui sont très très mauvais, très mauvais, qui ont tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, mais en fait, ils ont des problèmes à droite. Donc la première des choses, par exemple, une volonté de performance. Il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Donc on fait par exemple les usines, je vais donner parce que les usines mécaniques Stellantis, c'est mes meilleurs clients. C'est de loin mes meilleurs clients. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont constamment sous pression. Le monde automobile, c'est un monde qui est
très difficile. Et en termes de performance et de volonté de performance et de soucis, c'est les gens qui sont au top. Quand une machine arrête, il y a le feu, quoi. Il y a les lumières, tout le monde se précipite, on veut relancer l'équipement. Et j'ai d'autres clients où une machine peut arrêter et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, puis ça repartira quand ça repartira. Et en fait, il n'y a pas de conséquences. Donc on voit bien que dans la culture, en fait, vu que de toute façon, ils vont toucher leur salaire à la fin du mois, puis que c'est un projet de plusieurs années et que c'est de l'argent public et que, en fait, il y a des gens qui sont moins soucieux de cette performance. La deuxième des choses, il faut de la trésorerie. Surtout en ce moment, on peut avoir des entreprises qui sont à la limite très tendues en flux de trésorerie. Donc même s'ils ont des opportunités d'améliorer la performance, ils ne peuvent pas le faire. Et la troisième des choses, c'est quand même de la compétence interne. Je vais y revenir sur la fin de la présentation, mais la performance opérationnelle, elle dépend des gens. Si vous avez des gens qui ne sont pas très bons pour mener des actions d'amélioration, pour changer la façon dont l'usine fonctionne, pour travailler sur les équipements, pour travailler sur l'organisation du travail, les flux, etc., en fait, il n'y a rien qui va changer dans l'usine. Donc, in fine, on va rester sur les mêmes niveaux de performance. Avez-vous des questions? Pas de questions? Bon. Et donc, encore une fois, ça c'est un autre sujet. L'être humain fonctionne beaucoup avec la conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande à quelqu'un d'améliorer la performance machine, que je lui donne les outils, que je sais qu'elle est compétente, et en fait, je lui donne tous les moyens pour qu'elle puisse le faire, ce qu'on va appeler les antécédents, c'est pas sûr qu'elle va le faire. Mais si je lui dis, si tu n'améliores pas ta machine, tu n'auras pas d'augmentation de salaire, ou si tu améliores ta machine, parce que ça peut être positif ou négatif, tu vas avoir un bonus ou tu vas récupérer tant, mécaniquement, la personne va se mettre en branle. Il faut des conséquences. Et donc, les bonnes conséquences à se poser, c'est que si on fait un projet ROI dans une entreprise, dans le cas où ça échoue ou ça réussit, quelles sont les conséquences? Donc d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui encourage le fait qu'on travaille sur cette performance opérationnelle? Je vais nommer un client, par exemple Alstom. Alstom, les directeurs d'usine, je ne suis même pas sûr qu'ils savent qu'on existe. Donc si vous allez dans une usine Stellantis, le directeur d'usine, il nous connaît. Chez Alstom, c'est un outil parmi plein d'autres. Donc pourquoi? Parce que le directeur d'usine, il a un rôle peut-être un peu moins opérationnel, un peu plus politique. Et donc, si on n'a pas cette culture où on va dire aux gens, je vais venir vérifier que tu as bien travaillé ta performance, les gens, mécaniquement, ils vont se concentrer sur pourquoi on leur demande de rendre des comptes. La deuxième des choses, la performance est-elle transparente? Donc, bien partager la performance. Pourquoi? Alors, il y a un truc qui est... Alors, déjà, le fait de mesurer permet de s'améliorer. Donc ça, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Et la deuxième des choses, si vous avez deux personnes qui ont deux machines identiques et tous les deux affichent leur performance, mécaniquement, ils vont essayer de faire meilleur que leur voisin. Il n'y a personne qui est confortable quand le voisin à côté de toi, qui a exactement la même machine, qui fait exactement la même chose, est meilleur que toi. Et à un moment, ça te met dans une sorte d'inconfort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la motivation par les pairs. Hein. Et ça peut être très constructif. Et donc ça, c'est important d'avoir cette transparence de la performance. Et la deuxième des choses, je le vois, on est une filiale en Chine, on vend en Chine. Les Chinois, ils ont la culture du je fais ce que le chef me dit et je suis irréprochable par rapport à mon patron. Donc, ils ont pas ce confort de partager. Je vais vous donner une anecdote. On a équipé un partenaire et on sort que ces machines tournent à 65%. Donc, il nous appelle, il nous dit, il y a un problème avec vos équipements. On dit, comment ça, il y a un problème avec nos équipements? Donc, nous, on se remet en cause, on regarde, on s'est dit peut-être qu'on a mal configuré, mal connecté. Mais en fait, non. C'est que ces opérateurs lui expliquent que ça arrête non-stop, que ça travaille tout le temps, que c'est fantastique. Et quand il arrive dans l'usine, tout le monde est en train de courir. Puis dès qu'il sort, tout le monde reprend un rythme de vie un peu plus classique. Donc les Chinois, par exemple, dans la culture, n'arrivent pas à se mettre en défaut, dire voilà, ma performance aujourd'hui, c'est pas 100%, c'est 65%, voilà mes problèmes. Parce qu'en fait, c'est mal accepté aussi de fait de pas d'avoir des problèmes. Et le problème, c'est que pour régler les problèmes, il faut être capable d'en parler. Voilà. Et la direction d'entreprise, c'est ce que je disais un peu plus tôt. La deuxième des choses, il faut bien faire la nuance. Alors, je parle de plein de sujets. Si vous avez des questions, il faut m'interrompre. Sur les indicateurs de résultats et les indicateurs process. Pourquoi? Généralement, si on veut s'améliorer, les indicateurs process sont plus performants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je veux améliorer ma performance machine, je vais me concentrer sur mes temps de changement de format, mes durées d'intervention de maintenance. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le résultat, qui va plutôt être financier ou, on va dire, le TRS. Ça va vraiment être des indicateurs de qu'est-ce que opérationnellement je dois faire pour être plus performant. Et en fait, il y a souvent ce mélange. Les indicateurs de résultats, c'est les indicateurs financiers,
c'est les indicateurs de délai, hein, ce que je livre à temps ou pas, et la satisfaction client. Mais ça, en fait, on ne peut pas travailler ces indicateurs. Ils sont résultants des opérations. Donc, si on veut vraiment travailler sur le fond, il faut des bons indicateurs process, et les indicateurs doivent être sur les tâches sur lesquelles on doit travailler pour générer le plus d'améliorations. C'est clair? Alors, cache is king, je vais passer ça. Je ne veux pas couvrir ça. Et là, je vais parler de projet de transformation numérique. Donc là, on a vraiment parlé sur le fondement de qu'est-ce qu'on doit faire du point de vue humain et organisationnel pour améliorer la performance machine. Une fois qu'on a dit ça, pour faire de la performance machine, on peut le faire papier-crayon. Il y a plein de clients qui font encore papier-crayon, qui bâtonnent, qui suivent. Ou on peut utiliser des outils numériques. Les outils numériques apportent une complexité qu'on essaie de minimiser, hein, mais ça apporte une complexité supplémentaire. Pourquoi? Parce que ça implique de comprendre comment fonctionne l'outil et de l'utiliser correctement. Donc on voit la mise en place, hein, faut configurer les indicateurs, qui va l'utiliser, comment la donnée va être extraite, comment elle va être discutée en réunion d'équipe, qui doit être formé, est-ce que tout le monde sait ce qu'on attend d'elle par rapport à cette nouvelle solution. Voilà, c'est des choses où les gens généralement ne se posent pas de questions, mais qui sont très importantes parce que l'outil implique des changements de ce qu'on appelle des routines managériales. Et la deuxième des choses, est-ce qu'on change les priorités, les actions à mener par les équipes? Typiquement, si on décide de se lancer dans un projet de TRS, ben, effectivement, il faut qu'on soit clair sur le fait qu'on va attendre des résultats de TRS et dire, ben voilà, telle personne est champion ou est protégé et a des comptes à rendre sur la... Parce que si on laisse, on va dire, la responsabilité du projet de manière vague, ben, il n'y a rien qui avance. Et les projets de transformation, numériques ou non d'ailleurs, hein, donc ça c'est des résultats de KPMG, c'est juste pour montrer à quel point, alors je ne dis pas que c'est les miens, nous je pense qu'on réussit mieux, mais généralement c'est toujours en retard, on n'atteint pas les résultats attendus, c'est pas livré au budget, et en fait généralement, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, donc c'est le client, ne sont pas toujours satisfaits. Donc c'est vraiment très important. Nous, en fait, on fait un gros effort pour pas juste livrer les solutions, mais aussi dire les choses qui sont importantes à mettre en place du côté du client. Parce que même si les solutions sont déployées, ça ne va pas par magie générer de la performance. Alors, on va rentrer sur le côté interface homme et technologie. Donc ça, c'est un peu comment fonctionnent nos produits. Donc on a parlé, je fais juste un petit récap, on a parlé vraiment des principes de base du suivi de la performance. On a expliqué que ça impliquait au niveau comportemental certaines dimensions et qu'on pouvait intégrer de la technologie pour remplacer certaines tâches chronophages. Donc par exemple, si je veux savoir si une machine fonctionne ou ne fonctionne pas, ou combien de pièces elle a produites, ou combien de temps elle a été arrêtée pour X raison, la technologie, c'est la meilleure chose à faire. Donc on a un petit module de captation qu'on va venir mettre derrière la machine qui va dire la machine fonctionne ou ne fonctionne pas. On pourrait imaginer qu'on met un humain, on pourrait imaginer qu'on va chercher, voilà. On pourrait imaginer qu'on connecte un PLC. Alors, ça peut être simple comme très compliqué, il n'y a peut-être pas de PLC. Donc nous, on dit le module, ça règle le problème. La deuxième des choses, la machine arrête. Beaucoup de gens disent que c'est possible de mesurer les temps d'arrêt machine avec les codes erreurs PLC ou de manière automatique. En fait, c'est faux. C'est ultra faux. Les codes erreurs PLC vont nous dire machine arrêtée, porte ouverte. Bon, parfois, ils vont peut-être nous dire manque matière première. Je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent bien détecter les bourrages. Ça peut arriver si on a mis les bons capteurs aux bons endroits. Mais en fait, dans plus de 80% des cas, on va avoir besoin de l'humain, de l'opérateur qui va dire voilà mon problème. J'ai été obligé d'ouvrir ma machine pour la nettoyer. J'ai été obligé de ma machine pour faire un changement de format. La machine ne tourne pas parce qu'il manque un opérateur. La machine ne tourne pas parce qu'on a de la non-production aujourd'hui. Et donc si on n'a pas les gens qui viennent expliquer pourquoi la machine ne tourne pas, on va perdre un énorme de pan de ce pourquoi la machine ne tourne pas. Et j'en reviens à ce que je disais un peu plus tôt, les pannes. Les pannes, ça représente, moi je dis moins de 10%, mais probablement moins de 5% des arrêts. En fait, les machines tombent rarement en panne, ou des fois elles tombent en panne, mais ça impacte que peu ou pas la performance parce que on n'a peut-être pas besoin de cette machine de manière urgente, on peut décaler la production, on peut se réorganiser. Voilà, donc là l'humain va venir qualifier la cause de non-performance. Donc avec A, on sait très précisément si une machine fonctionne ou ne fonctionne pas. Et avec B, on sait très bien pourquoi, quand elle ne fonctionne pas, voilà, le why, le pourquoi. Et donc ensuite, on envoie ça sur une plateforme. Et là, la technologie va refaire son travail. Si je reprends l'exemple de Stellantis, avant qu'on équipe leur machine, ils faisaient tout par Excel puis dans PowerPoint.
Donc, il notait toutes les pièces, il faisait des analyses Excel, PowerPoint. Je pense qu'il y avait 3 personnes, c'était l'usine de Caen, 3 personnes temps plein qui faisaient que ça. Alors nous, on vient automatiser ça. Donc maintenant, vu on sait pour chacune des machines à la seconde près si ça fonctionne pas et pourquoi, on est capable de tout analyser en temps réel. Donc tableau de bord temps réel, des tableaux de bord automatiques qui sont envoyés par email, des alarmes, on peut imaginer des analyses temporelles, des paretos des pertes. Donc voilà, on peut tout sortir de manière instantanée. Et donc, en fait, les gens n'ont plus à faire de consolidation et d'analyse de données qui fait peu de sens pour l'être humain. Ils vont vraiment se concentrer que sur comprendre les causes d'arrêt et les informations. Et après, le dernier point, c'est le D. Là, on doit remettre l'humain. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais, il n'y a pas de magie. Il faut que les actions soient mises en place et qu'elles soient suivies, que ce soit les bonnes actions avec les bons moyens. Donc, tout ce qu'on a discuté pendant toute la présentation. Et c'est ce qui permet d'obtenir des résultats à la fin. Avez-vous des questions par rapport à ça? Vu qu'on n'est pas beaucoup dans la salle, on peut... Il me reste combien de temps? J'ai presque fini. Normalement, j'avais une demi-heure, non? Je ne sais pas. Si, on est bon. Dernière des choses. Donc ça, c'est des routines managériales. Donc autour de la performance. Une fois qu'on a la donnée, il y a 2 choses qu'on recommande à nos clients. La première des choses, c'est d'avoir des réunions bien structurées où on peut parler des causes de non-performance et décider d'actions. Donc ça, peut-être que ça vous parle à droite, mais c'est typiquement des processus d'escalade classiques où on a une réunion, donc par exemple un point 5 minutes avec l'équipe. Qui travaille dans une usine ici? Donc vous avez des points 5 minutes ou pas? Tout le monde en a? Qui travaille dans une usine n'a pas de point 5 minutes? Vous n'avez pas de point 5 minutes? Voilà. Donc déjà, si on n'a pas de point 5 minutes, c'est difficile de discuter avec les opérateurs, au moins de la donner pour qu'ils la valident, parce que c'est eux qui vont avoir rentré les causes dans les arrêts. Ensuite, ces points 5 minutes, généralement, ce qu'on va avoir, on peut avoir ou non quelqu'un de la maintenance, mais généralement, c'est les équipes de prod avec le responsable soit d'unité, soit d'atelier. Ben, ce responsable d'atelier, il faut qu'il fasse une réunion pour remonter les points qui ne dépendent pas des opérateurs. Parce que, alors, il y a des choses qui vont dépendre des opérateurs, problème d'organisation disciplinaire, problème vraiment on va dire de fonctionnement qui est propre aux opérateurs. Mais après, il peut y avoir des problèmes où on a une machine qui est défectueuse. Et donc, il faut remonter à l'engineering. On peut avoir des problèmes de non-qualité. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faut qu'on soit capable de communiquer avec la qualité. Donc, on va remonter ces informations. Et en fait, vous avez vu, j'ai mis des flèches bidirectionnelles. C'est que si on en discute sur la réunion, on va dire d'1 heure par semaine, il faut aussi informer les opérateurs après. Il faut que ça redescende l'information. Sinon, eux, ils ont l'impression de lancer des informations, mais ils ne savent jamais ce qui arrive. Alors, si on leur dit, il faut que ça redescende. Et la même chose avec le directeur d'usine, on remonte les points qui ne peuvent pas être réglés sur les réunions de responsables d'ateliers, d'équipe, etc., avec le directeur d'usine. Et même chose, ça doit redescendre. Voilà, donc ça c'est important, ce n'est pas des choses très complexes, mais si on n'a pas cette bonne communication, les gens, on leur demande des efforts, on leur demande de trouver des actions, et en fait, ils ne sont pas bien informés de ce qu'il y a comme impact tout le temps. Oui. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre des photos. Et la deuxième des choses, c'est des outils classiques. Plan Do, Check, Act. Donc, c'est des actions. Vous avez ici ceux qui ont fait un peu de lean manufacturing. C'est juste de s'assurer que quand une action est faite, elle est à la fois bien cadrée, avec un responsable, un délai, et surtout le Act. Donc, dans le Plan Do, Check, Act, c'est de vérifier que l'action a bien généré l'impact prévu. Donc, ça, c'est important. Ça permet aussi de s'assurer que à chaque fois, on verrouille des petites étapes d'amélioration et elles sont bien verrouillées, elles sont bien sécurisées et on peut passer à l'étape d'après. Voilà. J'ai fini la présentation pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, justement, on va faire le tour des questions. Merci beaucoup, François. Avec plaisir. Déjà, vous avez une question, je crois que c'était sur les présentations. En fait, donc la présentation est retransmise intégralement sur la chaîne YouTube du CEPEM. Voilà, donc elle sera mise en ligne dans quelques jours. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la méthode ou autre? Allez-y. Merci. Merci. J'avais deux questions. La première, c'est dans votre retour d'expérience, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du TRS actuellement dans ce que vous avez pu voir? Non, en fait, c'est très varié. J'ai des TRS qui sont à moins de 10% sur certaines machines chez certains clients, dans certaines industries. Et l'autre extrême, pour reprendre l'exemple de Stellantis, ils ont ce qu'on appelle le RO en interne, qui peut dépasser 95-98%. Donc en fait, c'est très très variable. Il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend du type de machine, du type d'industrie. Donc il n'y a pas de réponse sur un TRS moyen.
Alors, la deuxième question, c'est plus une question un peu plus philosophique. Est-ce que pour vous, la maintenance est un centre de profit ou vous le mettez dans les coûts? Je La pense que maintenance, c'est l'organisation de la je vais essayer de vous répondre poliment. Je pense que c'est même pas la question. Pour moi, la maintenance est au service du bon fonctionnement des machines. Donc, elle coûte de l'argent, mais en même temps, elle en rapporte. Donc, je sais pas si, je pense que le débat est pas là. Le débat, c'est est-ce que, on a le bon niveau de maintenance pour obtenir le maximum et l'optimum, on va dire. Et l'optimum, c'est pas le meilleur TRS. L'optimum, c'est, on va dire, le meilleur rapport rentabilité-coût de l'usine. On en revient au coût. Pourquoi? On peut imaginer qu'on a une maintenance qui est surdimensionnée, qui entretient les machines. On a un atelier qui est parfait, mais en fait, on met trop d'argent. On en met trop. Et donc, en fait, on baisserait un peu ce budget maintenance. On aurait quasiment la même performance, et donc il faut le faire. Et à l'inverse, si la maintenance est sous-équipée, on n'arrive plus à... Ce qui est plutôt le cas que je rencontre chez mes clients, d'ailleurs, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de problématiques, surtout au niveau ressources humaines sur la maintenance. Si les équipements n'ont pas la maintenance préventive nécessaire, s'ils n'ont pas l'entretien, alors non seulement on affecte la performance, parce que les machines vont avoir besoin de graissage ou d'entretien au fur et à mesure de la production, donc ça va impacter la production. Et après, on peut avoir des bris graves plus importants. Donc ça vient impacter la production et les CAPEX. Donc il faut trouver le bon niveau de coût et d'implication maintenance pour que la ligne fonctionne et que ça soit en termes de rentabilité le mieux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Donc c'est nécessaire. Ah, c'est sûr, oui, bon, la maintenance, voilà, c'est non, parce nécessaire. que très souvent, les tendances, c'est de dire on va faire des réductions dans la maintenance en termes de budget. Mais peut-être. Mais peut-être. On peut. Alors, je sais que je suis sur un forum de maintenance, mais peut-être. Mais moi, ce que j'observe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les machines sont mal entretenues. Moi, j'ai été chez un client il y a 1 an et demi. En fait, on me demandait si la maintenance est suffisante. J'ai juste fait un tour d'atelier. J'ai filmé toutes les machines. Des claquements, des grincements, il y en avait partout. Et donc, quand on fait ça, mécaniquement, il n'y a pas besoin de comprendre qu'il n'y a pas assez de maintenance. Est-ce qu'après, c'est une question de moyens ou de compétences? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, la maintenance, elle est nécessaire, mais juste au bon niveau, parce qu'il ne faut pas surmaintenir les équipements. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Vous mentionnez l'aspect Big Data. Est-ce que vous rendez des rapports ou est-ce que vous faites des préconisations sur cette base-là également, ou ça c'est plutôt une action plus orientée conseil? En fait, on en revient à la solution. Je prends une de mes solutions qui est PerfTrack, le suivi performance machine. À chaque fois que la machine va s'arrêter plus qu'un certain temps, on va demander à l'opérateur pourquoi. Donc il va pouvoir dire j'ai été en pause, j'ai fait un changement de format, j'ai fait un réglage. Bon. Nous, après, seconde par seconde, on sait ce qui arrive avec cette machine. Donc, on est capable de produire des rapports, soit sur l'interface, soit par PDF, qu'on peut envoyer tous les jours ou toutes les semaines. Et en fait, les clients choisissent ce qu'ils veulent dans leur rapport. Est-ce que vous voulez un Pareto des pertes? Est-ce que vous voulez un comptage produit? Est-ce que vous voulez les commentaires des opérateurs? Parce que les opérateurs peuvent rentrer des commentaires. Donc, ça va vous mettre toutes ces informations dans un rapport PDF. Nous, après, c'est impossible de faire des recommandations d'action. On peut imaginer qu'on fasse des recommandations. Je vais vous expliquer ce qu'on fait après. Mais on préfère que les gens regardent ces rapports et se disent j'ai vraiment beaucoup de micro-arrêts, on va faire un chantier sur les micro-arrêts. Ou j'ai beaucoup d'arrêts de panne qui sont liés à telle pièce dans la machine. Peut-être qu'elle est mal maintenue, donc on va corriger la maintenance préventive, ou peut-être que cette pièce doit être revue. On va refaire un peu d'engineering, on va la mettre plus solide. Et je l'ai vu, changer des pièces pour mettre de l'inox, pour mettre ci, pour mettre ça. Par exemple, je travaillais à l'OCP, ils avaient des gros problèmes. Il y a de l'acier inox, parce que l'engrais, c'est spécifique. Alors, l'OCP, c'est le plus grand fabricant d'engrais phosphate au monde. L'engrais, ça abîme les équipements, mais il y a certains métaux qui sont plus résistants. Des fois, il faut payer un peu plus cher pour que l'équipement fonctionne. Alors, je ne vais pas donner de chiffres confidentiels, mais ils ont une usine qui envoie dans les bateaux tout ce qui est engrais qui est produit dans cette usine. C'est 2 convoyeurs qui sont très longs. Et quand ces convoyeurs sont à l'arrêt, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par heure perdus. Donc ces convoyeurs, il ne faut pas qu'ils tombent en panne. Donc c'est pas grave si on met 100 000 euros de plus, parce que dans l'année, c'est sûr qu'on a rentabilisé. Donc on va aller mettre tout en inox, tout avec des roulements scellés, voilà, on va investir. Et donc ça, c'est des fois le raisonnement, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas fait une analyse de temps. Ensuite, pour répondre à votre question dans un deuxième temps, on a une académie Lean
où en fait on a fait ce qu'on appelle une matrice d'équivalence. Et donc les gens peuvent rentrer les types de problèmes qu'ils rencontrent. Donc par exemple, mes temps de changement de format sont longs. Et là, on va venir leur recommander les outils Lean qu'ils peuvent utiliser et mettre en place. Après, de dire, est-ce que mes temps de changement de format sont ma priorité ou pas, ben ça, on laisse les gens décider. Voilà. Ok. Et deuxième question portait sur tout ce qui était flux entre les machines. Oui. Comment vous faites ça, du coup? En fait, on a plusieurs façons. On a des capteurs amont-aval. Donc, on est capable de détecter saturation des amorçages. Donc, si j'ai 5 ou 6 machines, si la machine du centre arrête, les autres vont arrêter mécaniquement si c'est en flux tendu, par exemple. Ben, nous, on va être capable de détecter qu'il n'y a plus de pièces ou qu'il y a trop de pièces. Voilà, la machine d'avant, si le convoyeur se remplit, on va le détecter. Et donc, on va automatiquement classifier ça comme un arrêt de flux, donc soit amont et aval. Si on veut faire la performance de la ligne, on sélectionne toutes ces machines, on enlève les arrêts de flux pour chacune d'entre elles et on va retomber sur les causes de chacune de ces machines qui va avoir créé l'arrêt de flux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc vous suivez à la fois les machines et le parc machine tout entier, en fait. On suit tout. Ouais. En fait, c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire les machines de production, les machines d'emballage, le packaging, ce qui peut alimenter la ligne. On est capable de tout connecter. Donc, on connecte le parc au complet chez les industriels. Chez Alstom, c'est un peu différent, mais on fait l'usinage, on fait la soudure, on fait des machines de mise en forme, on fait les bancs d'essai sur les TGV. En fait, on est capable de suivre tous les équipements. Donc, avec ça, on a réussi à suivre le parc et aussi, on va dire, la séquence de ce qui peut arriver. D'autres questions? Oui. Bonjour. Mon expérience avec ce type d'outil, c'est qu'une fois qu'on a capté les données et on a capté par les opérateurs les causes des arrêts, oui. Effectivement, on est souvent submergé par les données et les sites ne prennent pas le temps d'analyser correctement. J'ai vu dans votre parcours que vous utilisez le big data pour aider cette analyse. Comment ça fonctionne? Vous donnez plus d'infos sur cet outil? Non, bah attendez, je vais voir si je peux vous faire une petite démonstration là. Mais l'idée c'est que ce soit simple. Hein. Et après, il faut que les gens priorisent. Parce qu'effectivement, il y a plein d'actions, mais il faut simplement prioriser. Donc là, typiquement, donc ça c'est la plateforme. Donc ça c'est une machine que j'ai au bureau, qui est ma machine de démonstration. Donc juste pour vous montrer, en fait on capte en temps réel tout ce qui arrive. Donc là j'ai les indicateurs de performance. En fait on peut construire ce tableau de bord comme on le souhaite. Donc les gens ils le construisent. Donc là par exemple la machine fonctionne depuis 1306 minutes. Voilà. Donc elle a dû fonctionner toute la nuit. C'est une machine physique mais de démonstration. Si je vais dans mon historique de performance, je peux regarder sur les 7 derniers jours, j'ai ces données. Et si je veux, je peux faire un Pareto des pertes et niveau 2. Voilà. Donc je suis capable de savoir que mon mandrin m'a coûté 1h30 en temps de production. Je suis capable de savoir que mon nettoyage m'a coûté 1h39. Mon moteur, 2 heures. Donc je suis capable de remonter à tous mes problèmes et avec mes pourcentages relatifs. Et peut-être que dans ces actions, il y en a qui sont simples à mener. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont très complexes et très chers. Donc, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est une matrice investissement humain et coût et impact. On positionne, on choisit les actions, puis on les mène bien. Et au fur et à mesure, il y a des actions qui vont être réglées, qui vont disparaître. Il y en a des nouvelles qui vont apparaître. Et donc, voilà, c'est un travail non-stop pour continuellement faire améliorer la performance de l'équipement. Mais c'est pas complexe. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous trouviez que ce que j'ai fait soit très complexe, mais j'ai choisi une période, j'ai choisi une machine, j'ai sorti mon Pareto. Et ça tombe dans les rapports. On peut mettre ça dans les rapports. Et par exemple, on a aussi les commentaires. Donc là, bon, j'ai pas préparé, mais si je vais sur ma machine démo 1, voilà, bon, vous avez vu les commentaires, mais on peut demander aux opérateurs quand ils ont des problèmes En fait, nous, on construit des arbres de perte où les gens peuvent aller chercher les causes qu'ils rencontrent. Et si on veut, on peut rajouter des commentaires. Donc là, c'est pas des très beaux commentaires, mais en fait, ça permet aussi de se dire, à la fin de la semaine, tous les problèmes qui sont un peu sortis des clous de ce qu'on fait habituellement. Parce qu'on a ce qu'on appelle les arbres de perte. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais l'idée, en fait, tout ce qui est intelligence artificielle, big data, c'est un peu pour vendre du rêve. Mais après, ce qui compte, c'est que la plateforme, ce soit simple d'utilisation. Les gens puissent configurer les pertes, entrer les pertes, comprendre pourquoi leur machine ne fonctionne pas. Et après, c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, par rapport à cette présentation? Oui. Le logiciel que vous nous avez montré
comment il s'appelle l'outil? Là, en fait, ça, c'est TipTrack, c'est le nom de l'entreprise. Et en fait, à gauche, vous allez tout avoir les produits. Donc, il y a PerfToile, CodeTrack, ProcessTrack. Donc, c'est soit le Performance Machine, soit les tâches manuelles, soit la non-qualité. Puis Process, on peut suivre tout ce qu'on veut. Donc, tous les capteurs dans l'usine. Donc, là, je suis en train de connecter, par exemple, mon Linky au bureau. J'ai aussi ma température au bureau. Donc, on peut très facilement suivre tout ce qu'on veut. Et donc, ça permet d'avoir on va dire, une compréhension globale de ce qui arrive dans l'usine, quoi. Donc, si je fais ça, hop. Voilà. Donc là, Et par également exemple, la partie efficacité énergétique aussi, c'est une question qui arrive on s'y déplace, ou, on s'y déplace parce que vu qu'on a cette plateforme, on est capable de suivre la consommation des équipements. Donc on va rentrer sur ce sujet. Mais généralement, la performance énergétique, en fait, les analyses très complexes font du sens avec les productions de chaleur, de froid. Donc ça, mais après, quand on a une usine lambda où on doit faire fonctionner ou non sa machine, je ne sais pas s'il y a une analyse complexe de la donnée nécessaire. Il faut peut-être baisser le chauffage, faire travailler les machines sur les laps de temps les plus courts prévus. Il n'y a pas 10 000 leviers non plus pour réduire la consommation énergétique.